Voici l'objectif le plus rare au monde, le Canon EF 1200 mm. Sa promesse, photographier un sujet à plusieurs kilomètres, comme si vous étiez juste en face. Il mesure près d'1 mètre, pèse plus de 7 kg, Canon n'en produisait que 2 par an, et encore uniquement sur commande spéciale. Rien que pour faire pousser les cristaux de fluorite présents à l'intérieur, il fallait plus d'1 an de travail. À l'origine, il était vendu autour de 90 000 $. Mais aujourd'hui, comme il n'en existe que quelques dizaines dans le monde et que la production est définitivement arrêtée, c'est devenu impossible d'en acheter un. La dernière fois qu'un 1200 mm est passé aux enchères, il est parti à plus de 500 000 €. C'est de très loin l'objectif photo le plus cher jamais vendu. Et c'est exactement le genre de truc qu'on va voir aujourd'hui. Des objets technologiques tellement rares, tellement contrôlés, qu'ils sont hors de portée, même des plus riches. Il y a des objets futuristes impossibles à acheter, mais ce qui est encore plus dur à avoir, c'est le passé. Enfin, à moins d'avoir une DeLorean, ou notre partenaire, MyHeritage. C'est le numéro 1 mondial pour trouver son histoire familiale, avec plus de 36 milliards de documents. Tu rentres tes infos et c'est bon. L'algo fait le reste, c'est intuitif, pas besoin d'être historien pour remonter le temps. C'est notre rédactrice Léna qui a testé, elle espérait se découvrir un ancêtre samouraï ou une reine d'Égypte, c'est loupé. Au début, elle trouvait rien, Bretagne, encore Bretagne, toujours Bretagne depuis 1700. Intéressant, mais rien d'exotique, mais un nom de famille un peu éloigné revenait sans cesse. Gourin. Et là, attends, ce nom, il vient de la capitale bretonne des États-Unis. Entre 1880 et 1970, c'est 11 000 habitants qui sont partis à New York. Il y a eu tellement de départs qu'Air France a été obligé d'ouvrir un guichet, une agence internationale au milieu de nulle part, juste pour gérer les départs. Tellement qu'au début, Air France s'est dit, on ouvre un bureau là-bas, une agence internationale dans un village breton perdu. Et aujourd'hui, on garde toujours des vestiges de ce lien. Sur la place de Gourin, il y a une réplique de la Statue de la Liberté. Et même à New York, il y a toujours une communauté bretonne soudée depuis que ses ancêtres y sont allés. Sans MyHeritage, Léna ne l'aurait jamais su. Et MyHeritage, ça permet pas seulement de retrouver des infos passées, mais aussi de revivre des moments forts grâce à des outils d'IA. En un clic, tu uploades une vieille photo de 1920, l'outil la répare, la colorise et avec Deep Nostalgia, elle s'anime. Genre la personne cligne des yeux et sourit. Mieux encore, t'as même pas besoin d'y passer des heures grâce à Instant Discoveries. Si un cousin éloigné a déjà fait le boulot, ça match et ton arbre grandit d'un coup. Alors pour explorer ta propre histoire, tu peux tester MyHeritage avec un essai gratuit de 14 jours via le lien en description ou le QR code qui s'affiche. Les objets ultra limités. Imagine un produit légal, bien commercialisé, mais tellement rare que même un milliardaire galérerait à en choper un. Ce genre de choses existe réellement. Le meilleur exemple, c'est la puce Nvidia H100. Un véritable monstre. 80 milliards de transistors, des gravures de 4 nanomètres et 40 000 $ l'unité. Ça n'empêche pas les plus grosses entreprises du monde de se les arracher. OpenAI, Google, Meta, même eux n'arrivent pas à en avoir autant qu'ils voudraient. Faut compter jusqu'à 11 mois pour se faire livrer et il y a des limites de stock. On en est arrivé à un point où les entreprises les ont déjà utilisées comme garantie bancaire. CoreWeave a levé 2,3 milliards de $ de dettes en mettant son stock de H100 en collatéral. La banque sait très bien qu'il n'y a qu'à claquer des doigts pour les vendre, tellement la liste d'attente est longue. Mais si vous cherchez un objet tellement rare que les exemplaires se comptent sur les doigts d'une main, regardez ça. L'IBM Quantum System 2. C'est pas un PC, c'est un ordinateur quantique modulaire, le fleuron de l'informatique du futur. Il tourne avec des processeurs Héron 133 ou 156 qubits, la nouvelle génération ultra performante d'IBM. On n'en trouve que 3 sur Terre, aux US, au Japon et au Pays Basque. Non, c'est pas une blague. Apparemment, le gouvernement basque voudrait faire de la région un futur hub de la technologie quantique, en attirant chercheurs, entreprises et investisseurs. Au moins, on peut dire qu'ils feront pas les choses à moitié. Pour une installation complète de l'ordinateur, aménagement de la salle, système de refroidissement, etc., faut compter au moins 50 millions €. Mais en réalité, même un milliardaire ne peut pas l'acheter. C'est réservé aux universités, centres de recherche et gouvernements. Donc oui, le quantique existe, mais non, vous ne le toucherez probablement jamais. Alors que ça, à première vue, c'est juste un simple synthé, mais pas n'importe lequel. Le Yamaha GX1. Ça ressemble à un petit orgue. 3 claviers, un pédalier, des rubans, des modules de partout, et un poids total qui frôle la tonne. C'est pas un instrument, c'est un meuble. Niveau prix, ça chiffrait 60 000 $ dans les années 70, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher. On en a produit quelques dizaines seulement, et parmi les utilisateurs, Stevie Wonder, ABBA, John Paul Jones de Led Zeppelin et Keith Emerson qui appelaient ça le cauchemar des roadies. Et ça se comprend, pour déplacer un GX1, il fallait une équipe. Tu te pointes pas à un concert avec ça sous le bras. Aujourd'hui, il en reste une poignée dans le monde, essentiellement localisée au Japon. La plupart sont dans des studios, des musées ou des collections privées. C'est devenu absolument introuvable sur le marché, même si vous êtes prêt à mettre la main au portefeuille.
Les projets secrets à abandonner. La Nintendo PlayStation n'est-elle qu'une légende urbaine? En 2025, on a des photos, et oui, si tout s'était passé comme prévu, vous auriez pu l'acheter pour 300 $ en 1992. À l'époque, Nintendo domine complètement le marché, mais ils ont un problème, leurs jeux tiennent uniquement sur des cartouches de NES, 2 à 4 MO de stockage. C'est à peu près le poids d'une seule photo prise avec un smartphone actuel. Autant dire que dalle. Du coup, Nintendo appelle Sony avec une proposition en or. On fabrique une console ensemble, vous ajoutez un lecteur CD-ROM, et nous, on vous fait rentrer dans le business du jeu vidéo. Un CD-ROM, c'est 650 MO, plus de 100 fois la capacité d'une NES. Là aurait pu être une véritable révolution. Mais au final, seulement 300 prototypes ont été construits avant que les deux entreprises s'embrouillent. En gros, Nintendo voulait garder le contrôle total sur la vente des jeux, alors que Sony voulait gratter des pourcentages. Résultat, le partenariat explose, le projet est abandonné et tous les prototypes sont détruits, sauf deux. L'un a disparu, l'autre est parti aux enchères pour 360 000 $ en mars 2020, devenant l'objet du jeu vidéo le plus cher jamais vendu. Et encore, juste après, l'acheteur aurait reçu une offre pour 1,2 million de $, qu'il a directement refusé. Mais parfois, il n'y a même pas besoin d'une collaboration foireuse pour couler un projet. Par exemple, à votre avis, qui a développé ce truc? Eh oui, c'est Apple. Bon, niveau design, on va pas se mentir, c'est spécial, mais pour l'époque, l'idée était ultra visionnaire. Le Walt, c'est un téléphone avec écran tactile, stylet, carnet d'adresse, fax, reconnaissance d'écriture manuscrite et même une connexion au réseau bancaire pour faire des virements. En 1993, c'était de la science-fiction. Le problème, c'est que c'était trop ambitieux. Le tactile marchait mal et selon Apple, l'écosystème n'était pas prêt. Il aurait fallu investir dans des infrastructures énormes, ce qui aurait rendu l'appareil beaucoup trop cher pour le grand public. Dans la même période, Apple a aussi créé ça, l'ancêtre de l'Apple TV. Shopping, jeux, vidéo à la demande, on sait aujourd'hui que l'idée était brillante. Aux États-Unis, 83% des télés utilisées actuellement sont des Smart TV. Apple avait vu cette tendance en 1990, 30 ans trop tôt. Encore une fois, coût, débit, réseau, les infrastructures de l'époque n'étaient juste pas prêtes pour accueillir des objets aussi connectés. Aujourd'hui, même nos montres le sont, mais celle d'Apple, c'est pour les amateurs. Moi, j'en connais une créée par la plus grande entreprise de l'histoire de l'informatique. Ils ont permis à l'homme d'aller sur la Lune, ils ont battu Garry Kasparov, ils ont équipé les banques, les assurances, la NASA, je parle bien sûr d'IBM. Voilà à quoi ressemble la montre connectée qu'ils ont imaginée au début des années 2000. Écran 320 par 240 pixels, 8 MO de RAM, ça tourne sous Linux, Bluetooth, microphone, haut-parleur, capteur d'empreinte, accéléromètre. Pour l'époque, c'était complètement fou. Mais c'est surtout une démonstration technologique. Ça coûtait trop cher à produire, l'autonomie était catastrophique et il n'y avait pas vraiment d'usage concret. Bon, tout ça c'est des objets qui n'ont jamais été vendus parce qu'ils étaient trop en avance, trop chers ou que le projet a tourné au vinaigre. Mais quand les entreprises vont trop loin, il y a d'autres raisons pour que leurs produits deviennent inaccessibles. Les objets interdits. Ça, c'est IMSI Catcher, une espèce de fausse antenne mobile. En gros, le but, c'est que ton téléphone s'y connecte en pensant communiquer avec ton opérateur, alors qu'il parle à un boîtier dans le sac à dos d'un mec chelou. Avec ça, on peut récupérer l'IMSI. C'est l'identité de ta carte SIM. Ça peut servir à intercepter un appel, des SMS, ou même de localiser ou repérer une cible. À la base, ça a été développé pour l'armée et la police, mais aujourd'hui, c'est aussi utilisé par des réseaux de scammers pour envoyer ce genre de message. Mais il y a encore plus réglementé, les jammers. C'est un appareil qui envoie un gros signal radio et empêche tous les autres de passer. Tu veux couper la 4G? Facile. Bloquer la Wi-Fi? Encore plus simple. Un GPS? On peut aussi. Le problème, c'est que ça peut aussi bloquer un appel au service d'urgence, perturber un avion en approche ou éteindre la com d'un quartier entier. Donc, dans la plupart des pays, c'est formellement interdit. Interdit d'en fabriquer, d'en vendre, d'en importer et même d'en posséder. La FCC a déjà mis une amende de 34 millions de $ à un vendeur qui en commercialisait en douce. Ça pose l'ambiance. Ensuite, il y a moins dangereux, mais tout aussi réglementé, le matériel de télécommunication chinois. Routeur, caméra de surveillance, antenne 5G, produit par des géants comme Huawei, ZTE, Hikvision ou Dahua. Le problème, selon plusieurs États, c'est le risque de cybersécurité. En 2022, la FCC a accentué les réglementations. Depuis, il faut absolument une autorisation formelle pour pouvoir importer ce genre de produit. Autant dire que ça n'arrivera jamais. Des millions d'annonces ont été retirées des marketplaces. Tu peux encore voir ce genre de produit dans la rue, installé
dans des bâtiments, mais les acheter neufs, c'est fini. Pour des raisons de sécurité, et il faut le dire, un peu aussi pour empêcher les Chinois de venir nous concurrencer. Mais en réalité, pas besoin de tout ça pour disparaître. Il suffit de regarder du côté du Samsung Galaxy Note 7. Bon, j'abuse, en vrai on peut en trouver sur des sites de vente entre particuliers, genre eBay ou Le Bon Coin. Mais jamais chez un revendeur professionnel. La raison, les batteries explosent. Alors Samsung a arrêté la production, lancé 2 rappels, et le gouvernement a même classé le Note 7 comme matière dangereuse. Donc techniquement, si vous avez un Note 7, vous n'avez pas le droit de l'apporter dans un avion. Ça a été beaucoup moins médiatisé, mais il y avait pareil avec les hoverboards. En 2015, tout le monde en voulait, c'était le futur du déplacement. Sauf que les batteries étaient catastrophiques. Résultat, plus de 500 000 hoverboards rappelés, incendies, voitures brûlées, maisons en feu. Certaines universités les ont interdits. Et beaucoup d'entreprises qui en fabriquaient ont carrément disparu pendant les rappels. Aujourd'hui, tu peux acheter des hoverboards safe, certifiés, tout ça. Par contre, ceux de la première génération, ils sont censés être détruits. Mais si je vous disais qu'il existe des objets qui sont légaux, toujours en production, mais que vous ne pourriez pas acheter même si vous étiez très riche. Les objets disparus. Il y a des objets qui disparaissent doucement, genre les Walkman, mais techniquement, c'est toujours possible d'en acheter. Alors la manière la plus simple de faire vraiment disparaître un objet, c'est que l'entreprise appuie sur le bouton off. Le plus connu dans ce cas-là, c'est les Google Glass Explorer. À l'époque, Google vendait ça à 1500 $ aux pionniers du futur. Alors certes, on peut se moquer, mais à l'époque, fallait quand même avoir les épaules particulièrement solides pour se ramener avec un truc pareil au bureau. En gros, c'est une paire de lunettes qui filme, te guide, te notifie. Dans l'idée, il y a un réel usage. Le problème, c'est que c'est moche et bizarre. Alors Google a arrêté la machine. Techniquement, tu peux toujours en acheter sur eBay, mais depuis 2020, il n'y a ni synchronisation, ni connectivité, ni application. Donc ouais, c'est plus vraiment des lunettes connectées. À l'extrême opposé, il y a BlackBerry, le téléphone des gens stylés. PDG, 4 ans supérieur, même Obama en utilisait un. La prouesse de BlackBerry, c'était déjà la sécurité. Tous tes messages passaient par leur service à eux, ils étaient tous cryptés, compressés, optimisés. C'était aussi le premier téléphone sur lequel tu pouvais envoyer des mails. Un gros clavier pour écrire vite et une batterie monstrueuse. Un véritable outil de travail pour les gens qui pèsent. Mais le monde a changé. Les smartphones sont arrivés avec Internet et les applications. Et BlackBerry, eux, se sont retrouvés coincés dans une architecture trop fermée. Alors en 2022, ils ont décidé de couper les serveurs. Plus d'appels fiables, plus de SMS, plus de data. En gros, plus aucun téléphone BlackBerry n'est utilisable. Bon, ça c'est des cas axés sur le logiciel, mais il y a d'autres objets qui ont disparu à cause de l'hardware, comme pour la toute première Tesla Roadster, une pièce de collection. Sauf que la batterie vieillit et impossible de trouver de nouvelles pièces. Donc si elle lâche, ta voiture meurt. Pareil pour le Segway PT 2001. À l'époque, on nous disait que tout le monde en aurait un en 2020. Et en 2020, la production s'est arrêtée. Le Segway PT coûtait une fortune. Intéressé personne, alors aujourd'hui, c'est presque impossible d'en trouver un en bon état. En technologie obsolète, il y a aussi les vitres électrochromes du Boeing 787. C'est des hublots qui s'assombrissent quand tu appuies sur un bouton. Pas de volet, pas de rideau, juste un verre magique qui devient bleu foncé. Sauf que la première génération était pas ouf. Ça mettait parfois plusieurs minutes à s'assombrir, ça devenait jamais vraiment opaque, et les passagers n'aimaient pas trop l'idée que l'équipage puisse verrouiller la fenêtre. Alors la technologie a été remplacée, et les anciens modèles sont devenus introuvables. Et la prochaine technologie disparue, interdite ou introuvable, se trouve peut-être chez toi en ce moment même. Un téléphone, une marque, un composant. Impossible de savoir ce que demain sera fait. Merci à MyHeritage de nous soutenir. Toi aussi, construis ton arbre généalogique hyper facilement et découvre tes origines grâce au lien en description. Profite vite de l'offre de 14 jours d'essai gratuit pour tester toutes les nouvelles fonctionnalités.